Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Adnan Azam. Adnan, bonjour. Bonjour, bonjour, Raphaël Vernon. Alors Bonjour merci à d'avoir toi et à tous les téléspectateurs du Cercle des volontaires. alors tu es écrivain, tu es franco-syrien, tu es également on peut le dire poète et tu es, par la force des choses devenu, aussi, géopoliticien et féru d'histoire. Et tu as été convoqué par la police antiterroriste française ce lundi. C'est ce que tu vas nous raconter. Donc déjà merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Et sans transition, Adnan, est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte tu as été convoqué? Quelles ont été les raisons de cette convocation? Est-ce que tu les connaissais avant d'être convoqué? Est-ce que tu te doutais de pourquoi tu étais convoqué? Et voilà, voici mes premières questions. Bonjour Raphaël. Ce lundi, ce lundi donc il y a 2 jours, le 2 juin 2025, comme tu viens de le dire, j'ai été convoqué. Voilà la convocation pour que je me rende aux polices antiterroristes. Je vais vous raconter tout ça, mais auparavant, je voudrais remercier tous mes amis, vraiment, qui m'ont inondé par des messages euh, pour me soutenir moralement. J'ai jamais reçu autant de messages, donc merci à vous tous de fond de cœur. Parmi eux, c'est toi, Raphaël Vallant, qui m'a envoyé un petit mot très gentil. Je m'excuse d'avance pour mon accent en langue française, parce que je suis un arabe, je suis syrien. J'ai vu la vie dans la langue arabe. La langue arabe, c'est mon vrai pays. Et j'ai appris le français très tard. Donc j'ai dit ces mots pour quelques-uns de mes amis, entre guillemets, fachos, enfin des amis ou de faux amis, qui de temps en temps me reprochent mon accent. Et ça fait partie, si je le dis, parce que ça fait partie de la cause de ma convocation. Donc je suis allé à cette convocation. Je pensais que ça a un rapport avec mon arrestation à l'aéroport Charles de Gaulle le 14 avril 2024. Il y a un an, Le à 14, peu près. le 14 avril 2024, j'étais arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle. J'allais partir à Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire une conférence. Et j'étais Saint-Jacques et mon frère là-bas. Et je me suis trouvé entouré par une dizaine de policiers, je ne sais pas comment on les appelle, les raids, ou en tout cas, ils étaient vraiment armés jusqu'aux dents. Une véritable patrouille à l'aéroport qui m'ont kidnappé, qui m'ont menotté et mis dans la voiture de police et m'a mis en garde à vue de 24 heures. J'ai été interrogé 3 fois pendant les 24 heures. Au bout de 3 fois, ils ont estimé que ce n'est pas assez. Ils m'ont introduit devant une commission de médecins psychologues pour savoir si mon état mental il est normal. Et c'était mes amis et en tête le général Dominique de Lavande qui se sont mobilisés, qui Dieu bénisse son âme, il nous a quittés il y a quelques jours, qui se sont mobilisés pour me sortir au bout de 24 heures. Donc cette fois-ci, quand je vois aussi cette convocation, je pensais qu'il y a vraiment un rapport avec ça. Je suis arrivé donc chez la police. Ça n'a rien à voir avec l'aéroport Charles de Gaulle. Dès les premières secondes, il y avait deux messieurs, ils étaient très courtois, très respectueux. Je pense que ce sont des hauts fonctionnaires ou des officiers ou des RG, enfin des renseignements extérieurs ou des polices judiciaires antiterroristes. Je ne sais pas, je ne connais pas le terme, je ne veux pas raconter n'importe quoi, mais Il y a eu un petit problème de connexion. J'en profite, en attendant, tout simplement pour vous signaler le livre d'Adnan Azam qui s'appelle «Quand l'arabe s'éveillera». Voilà, donc il y a eu plusieurs éditions de ce livre qui a été écrit il y a pas mal d'années. Adnan a fait un voyage à travers une vingtaine de pays en partant du Proche-Orient. Il a traversé le nord de l'Afrique, une partie de l'Europe et il a été jusqu'aux États-Unis. oui, absolument. Donc, je recommence. Moi, pour les internautes, je m'excuse. Donc, je recommence. Donc, je remercie tous les gens qui m'ont soutenu pendant cette épreuve difficile. Euh,
Je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des messages, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toi aussi, Raphaël. Euh, je commence par la première seconde. Je pensais que c'était par rapport à mon arrestation donc de mois d'avril 2024, mais finalement, il n'y a absolument rien à voir. Et ils ont commencé par m'interroger pratiquement sur toute ma vie, depuis 50 ans jusqu'à aujourd'hui. Il y avait deux aspects pour cette interrogation. La première, c'était par rapport à mon combat, mon soutien, mon amitié, tout ce qu'ils voulaient avec le peuple palestinien, les manifs et tout ça auxquels je participe, la marche pour la Palestine. Et Mhm. la deuxième, c'était par rapport aux manifs que j'ai organisés euh, à l'occasion de la visite de euh, président Al- syrien, euh, Al-Shara, voilà, alias connu, Al-Julani. connu par le nom Al-Jolani, à Paris. Donc, j'ai passé 3 heures et demie. Comme je l'ai dit, je viens de le rappeler parce qu'il faut être extrêmement honnête et précis. Les deux messieurs qui m'ont reçu, ils étaient très courtois, mais courtois, ça ne veut pas dire gentil. Ils étaient extrêmement professionnels, ils posaient des questions extrêmement difficiles et pièges. Mais moi, comme je leur ai dit depuis le début, je leur ai dit détendez-vous, soyez tranquilles. S'il faut que je passe quelques jours avec vous, il n'y a absolument aucun problème. Je pourrai rester avec vous le temps qu'il faut. Donc, D'ailleurs, l'entretien a duré combien de temps? Enfin, la 3 heures et demie. convocation? 3 heures et demie. 3 heures Voilà, et demie, ouais, c'est long. absolument. 3 heures et demie, c'est très très long. Et surtout, on n'a même pas une seconde de répit. Il n'y a pas de. Voilà, donc c'était très constructif. J'ai eu l'occasion de confirmer mes choix dans ma vie. Je leur ai montré qu'un policier ou un agent de l'État n'est pas forcément un ennemi. On a vraiment fait, et je leur ai expliqué historiquement ce que je vais te dire à toi maintenant. Pourquoi Mhm. je leur ai expliqué, je leur ai dit, je suis convoqué par d'autres raisons que celles que vous connaissez. Et là, je ferai ce témoignage pour toi, Raphaël. Je ne l'ai jamais fait sur un média d'une manière très complète. Je vais le faire absolument aujourd'hui. Comme je le dis, je suis un arabe, je suis syrien. J'habite à la frontière est de l'Europe, en Syrie, c'est-à-dire entre mon pays et la Syrie, mon pays natal, la Syrie, et la Grèce, il y a quelques minutes en bateau seulement. Donc, je suis un voisin de l'Europe. Quand j'ai connu la vie, quand j'étais à l'école et à l'université de Damas, pour moi, l'Europe, c'était quelque chose de fascinant parce qu'on a appris de l'Europe la liberté, l'égalité et la fraternité. Et je ne connaissais pas autre chose que ça. Donc, il a fallu que je commence à lire l'histoire pour découvrir l'Europe et à rencontrer des Européens. La première fois que j'ai rencontré des Européens, c'était dans les Émirats à Abu Dhabi en 1976. J'étais étonné pourquoi les Français qui étaient là-bas visitaient l'entourage d'un mosquée et filmaient la prière, très curieux d'une manière négative et pas positive, pour découvrir la société orientale. Et en parlant avec eux, ils avaient l'air d'ignorer absolument tout sur le monde arabe, en tout cas tout ce qui est positif sur le monde arabe. Ils ne connaissaient pas la culture et la civilisation arabe qui était la base de la culture du monde, c'est-à-dire il y a 7000 ans, quand les Sumériens, les Babyloniens, les pharaonites d'Égypte, les Phéniciens, enfin tout ce qui est ancien arabe, quand ils étaient en très très grande civilisation, l'Europe n'existait pas du tout à l'époque. Les Européens, ils étaient dans la forêt. Et donc, par contre, ils connaissaient par cœur tout ce qui concerne Israël. Et ça, j'étais étonné, un petit pays tout neuf, tout jeune, né, il me parlait de la démocratie d'Israël. Et donc, voilà, ça, c'était ma première choc civilisationnel avec l'homme occidental. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un tour du monde à cheval en sortant de prison en Syrie
pour expliquer aux Européens qu'est-ce que c'est la culture arabe. Parce que je suis absolument fasciné par ma culture. Et donc, j'ai fait ce tour de monde pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, j'avais affaire toujours à des journalistes occidentaux qui me parlent de l'arabe en termes de terroristes qui posent des bombes et qui me posent la question pourquoi j'ai fait un tour de monde à cheval. Est-ce que c'était pour répondre aux croisés, aux croisades? Donc, il y a toujours un arrière-pensée négative par rapport à la culture arabe. Tout ça, ça a commencé il y a 1000 ans, au moment de guerre de croisade. Le croisé en Palestine, après avoir dévoré de corps humains à Antioche et à Maharat el-Naman et à Escandron, quand ils étaient arrivés à Jérusalem, ils cherchaient de quelques petites minorités comme collaborateurs avec eux contre les habitants vrais de l'entourage de Jérusalem. Et c'est là où ils ont monté une première association que l'on appelait la Fraternité de Sion. Sion, c'est une montagne là-bas. Et ça veut dire sioniste, enfin, c'est le nom de montagne. Et donc, depuis cette époque, on a commencé à développer une sorte de littérature qui date de 1000 ans jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle ça la littérature orientaliste. Et si vous voulez savoir, il y a à peu près 10 000 livres écrits par des Occidentaux sur le monde arabe, la cuisine, le mariage, la naissance, la vie, la mort, tout ce qui est d'une manière extrêmement, je veux dire, pas très vrai, pas vrai du tout même. On a monté de mayonnaise sur certains aspects de la culture arabe pour faire réagir un Européen de manière négative par rapport à la culture arabe. Quand je me suis installé en France, en 1986, à Paris 18e, j'ai voulu vraiment faire comme n'importe quel citoyen français, parce que j'ai opté tout de suite pour la nationalité française par mariage. Mon épouse, elle est française de pure souche, comme on dit. Et j'ai monté mon entreprise parce que j'ai compris que les Européens, enfin les Français, regardaient les émigrés toujours comme des gens qui s'inscrivent au service social pour l'aide sociale, pour avoir de l'argent. Et moi, j'ai monté mon entreprise. Je commençais à avoir des salariés. J'ai commencé à contribuer à l'effort économique de la France. Et j'ai commencé à tisser des relations extrêmement sympathiques et cordiales avec les Français de quartier. Et puis, on a monté une association. Je l'ai appelée même Village Guimauquet. Et après, on l'a grandi, on l'a appelé Paris Village. Et puis après, on l'a grandi, on l'a appelé La France qui marche. Et là, il y avait beaucoup de monde avec moi, et surtout des Français de souche. Et d'un seul coup, je commençais à entendre des rumeurs en disant que je roule pour le service de renseignement syrien. Or, moi, j'étais emprisonné par le service de renseignement syrien. Et d'autres rumeurs, ils distribuaient des tracts dans la rue, mais vraiment, je me rappelle des tracts dans la rue. Méfiez-vous d'Adnan Azam, il fait partie des sectes. Alors, pourquoi des sectes? Parce que quand j'invite les gens dans mon restaurant, c'était un restaurant qui s'appelait la Reine Zénobie, et quand je dis bonjour aux gens, je leur regarde bien droit dans les yeux, je le serre la main très fort, et puis je le prends des fois dans les bras parce que c'est un signe de fraternité. Et donc, tout ça pour eux, mais c'est pas les Français de souche qui font courir sur eux-mêmes. Une sorte de chambre noire que je ne vais pas nommer ici, je vous laisse deviner, qui fait circuler sur eux-mêmes. Même quand j'ai commencé à m'occuper des quelques émigrés en difficulté dans le quartier, il y avait un commissaire de police qui est venu me voir pour me dire, Adnan, c'est pas tes unions, laisse ça, c'est à nous à s'occuper des jeunes délinquants. J'ai compris que c'était nécessaire pour eux. J'ai compris que la délinquance est une fabrication de certains groupes en France pour salir l'image de l'immigré qui est venu pour construire la France après la Deuxième Guerre mondiale, qui participe socialement, culturellement,
humainement à la rajeunissement de la France, vieillie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ça pour vous dire que cette culture profite absolument pas aux Français, profite à d'autres. Quelques années plus tard, quand je voulais vraiment être un citoyen à part entière, j'ai adhéré au parti de Jacques Chirac, que j'aimais beaucoup, au RPR, et qui est devenu UMP. Quand je suis allé pour leur demander parce que j'étais extrêmement populaire dans mon quartier, que je sois le candidat du RPR, au début, ils m'ont dit oui. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'Adnan, il ne peut pas être candidat RPR dans le quartier. 2 ans après, vous voyez, tout ça, je vous raconte pendant quelques minutes l'histoire de 25 ans, parce que je suis resté 25 ans non-stop au 234 championné Paris 18e. 2 ans après, j'étais candidat à l'intérieur de la circonscription de l'UMP. J'ai gagné l'élection, c'est-à-dire les Français de souche, ils ont voté pour moi pour devenir le patron de l'UMP 17e circonscription. À 20h, une fois que l'élection était terminée, Françoise de Balafieux arrive et elle a dit finalement, il y a une faille dans l'élection, Adnan Azam a triché et on ne peut pas reconnaître à cette élection. 3 ans après, parce que je portais plainte, j'ai gagné cause et ils ont reconnu qu'il n'y avait pas de triche dans l'élection. Donc, si vous voulez, il y a profondément une véritable machine de guerre pour foutre à la zizanie. Je m'excuse pour le terme vulgaire. Il faut que je parle un peu le langage de tout le monde. Moi, je ne sais pas Amin Malouf qui parle dans le quartier latin. Moi, j'essaye de me rapprocher de la base des Français qui sont un beau fachos, qui connaissent pas l'histoire, pour leur dire, avant de porter du jugement sur les Arabes, sur l'immigration, essayez de prendre l'histoire et essayez de savoir qui est vraiment votre ami et qui est votre ennemi. Je le dis à plusieurs reprises à Jacques Chirac, que la profondeur stratégique, comme l'a décrit le général de Gaulle, c'est le monde arabe et pas le monde anglo-saxon et pas l'Allemagne. Donc, convoqué par la police, pour moi, je le considère comme un crime. Pour quelqu'un comme moi, je suis un citoyen propre, je suis un citoyen positif, j'écris des livres, j'ai fait des conférences, j'étais vice-gouverneur dans ma région en Syrie, j'étais conseiller au Prud'homme en France. Ça paraît bizarre pour les gens qui m'écoutent. Oui, je vis entre la Syrie et la France. Oui, j'adore la Syrie et j'adore la France. Je ne vois absolument pas une frontière géographique parce que je suis probablement très intelligent, parce que j'ai dépassé l'espace géographique que vous voyez comme un rempart. Pour moi, un espace, un frontière géographique, c'est fait pour la franchir, pour le traverser, et pas pour arrêter devant lui, et pas pour avoir la haine de l'autre. Un frontière, c'est juste une marcation de propriété. Donc, et oui, je suis décoré. Oui, je suis décoré chevalier de l'Ordre national des mérites par Bernard Bajolet, qui était à l'époque à la tête de renseignement à l'Élysée, par le président à l'époque, président de la République. Donc, tout ça, ça n'a pas été assez pour moi pour m'épargner d'être convoqué par la police. Et aujourd'hui, je suis sûr. Excuse-moi de te couper, Anan. Tu connais aussi un peu Roland Dumas, puisque tu l'avais interviewé pour le Cercle des volontaires. On était avec toi. On était avec toi. J'étais sur la liste de Philippe Seguin pour l'élection municipale de Paris. Et il y a des gens, cette chambre noire a été voir Philippe Seguin pour lui dire, si vous gardez Adnan Azam avec vous, nous, on ne votera pas pour vous. On fera marcher notre lobby contre vous. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce que veut la France. Est-ce que la France est un mercenaire pour un pays étranger? Est-ce qu'aujourd'hui la France va finir par s'occuper de son état d'économie et essayer d'avoir un peu moins de dettes? Est-ce que la France, elle va essayer
de réconcilier les Français pour qu'un match de football au Parc des Princes ne transforme pas un véritable champ de bataille. Vous savez, je faisais la marche après les émeutes de 2003 dans le banlieue parisien. En 2004, je faisais la marche de Lille à Paris pour l'égalité de chance. En 2005, je faisais la marche de Strasbourg, du Parlement européen, jusqu'à l'Assemblée nationale à Paris. En 2006, on a fait la marche parce qu'on était une centaine de personnes. De Marseille jusqu'à Paris, on était reçus par Dominique de Villepin, qui a déclaré suite à cette marche l'égalité de chance, grande cause nationale, qu'il m'a nommé secrétaire national d'égalité de chance dans toute la France. Il m'a donné un bureau aux rues Saint-Dominique avec le ministre Azouz Begag et avec Bernard Stasi. Tout ce que je suis en train de vous raconter, je suis en train de l'écrire dans un livre que bientôt je vais terminer sur ma vie, mais au-delà de ma vie, au-delà de ma personne, parce que je ne suis qu'un être humain, mais je représente quand même quelques millions de... Enfin, je m'excuse, j'ai dit je représente, je fais partie de quelques millions d'émigrés en France. Quelques millions d'émigrés qui donnent beaucoup à la France, qui aiment la France, je le sais. Ça, je suis absolument sûr. Et ça sera une bataille perdue. Ça sera une peine perdue de continuer à prendre plusieurs millions comme ennemis. Aujourd'hui, on parle de l'extrémisme. Qui a fabriqué l'extrémisme? C'est le monde anglo-saxon qui a fabriqué l'extrémisme religieux, islamique, pour faire la guerre contre l'Union soviétique en Afghanistan. Et après, pour détruire l'Irak. Et après, pour détruire la Syrie à partir de 2011. On n'a jamais vu l'extrémisme islamique faire la guerre contre les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou Israël. Ils font de temps en temps des bombes explosives à Paris ou à Londres, ou je ne sais pas où, mais téléguidés par le monde anglo-saxon pour continuer à alimenter la haine dans la tête de peuples d'Occident contre le monde arabe et le monde islamique. Donc aujourd'hui, ça fait 50 ans que je suis sur cette question. Je peux dire sans fausse modestie que j'ai fait partie absolument des spécialistes. Mais malheureusement, que je le dis au début de cet entretien, mon accent en langue française ne me permet pas d'être sur le grand plateau de la télévision en France. Mais il n'y a pas que ça. Quand j'ai écrit mon premier livre en France en 1989, Le Cavalier d'Espoir, chez Stock, Thérèse de Saint-Phal, il m'a invité chez Patrick Poivre d'Arvor. J'étais avec Roger Garaudy et Woody Allen, des gens bien, comme on dit. Et quand Patrick Poivre d'Arvor m'a posé la question pourquoi je fais le voyage, je commençais à lui dire, mon Dieu, pour parler de la culture arabe, pour parler de la cause palestinienne, pour porter haut et fort cette cause. J'ai senti tout de suite que c'était pas la bonne réponse. Et quand je suis sorti de cette émission qui était en direct, Thérèse de Saint-Phal, elle m'attendait dans le bureau annexe. Et il m'a dit, mon vieux, tu ne seras plus jamais invité en France dans des émissions comme ça. Nous, on t'a invité pour parler de ton voyage, de ton cheval, de l'aventure, pour distraire le Français, l'heure de repas au journal de 20h, et pas pour que tu sois le porte-parole de la culture arabe en France. Donc, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui, et je conseille juste à M. Macron, vraiment, s'il pense qu'il est plus intelligent que M. Joulani qui l'a invité ici, s'il pense qu'il l'a mis dans sa poche en l'invitant à Paris, elle se trompe complètement. Parce que Joulani, c'est pas un homme. Joulani, il fait partie d'une organisation à travers le monde.
est dirigé par les anglo-saxons qui ne veulent pas beaucoup de bien pour la France ni pour le monde arabe. C'est pas moi qui ai essayé d'assassiner Charles de Gaulle, le général, le grand général. C'est Roosevelt qui a essayé de l'assassiner à plusieurs reprises. C'est l'anglo-saxon qui ont essayé d'empêcher Charles de Gaulle de gouverner comme il faut en France. Et c'est eux qui ont inventé le mai 68. Tout ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout ça, ça date de 1789. Et je pense que vous comprenez exactement de quoi je parle. Merci, Raphaël. J'espère que ce témoignage restera pour l'histoire. Donc, je le fais avec cœur. Je ne crains absolument rien. S'ils veulent me liquider, ils peuvent le faire. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai assez fait de choses dans la vie. J'en ai pas peur. J'ai envie de rester jusqu'à la fin de ma vie un porteur de messages de paix, de fraternité entre l'Europe et le monde arabe, entre ces deux voisins qui ont fait des grandes choses dans leur histoire. Et ce sera tellement triste de réduire ce voisinage extraordinaire avec notre bassin méditerranéen à l'histoire de conflits et d'intérêts économiques pour le compte des autres. Merci Anan. Comme on dit, l'important c'est pas comment on meurt, mais c'est comment on vit. Et donc merci pour ton engagement, merci pour ton témoignage. Et voilà, j'avais envie de dire plein d'autres choses, mais je crois qu'effectivement on va s'arrêter là. On va juste se dire qu'on a une pensée également pour tous les autres journalistes, militants, hommes politiques, écrivains, etc. Et ils sont nombreux à être inquiétés par disons la justice. Ils sont entendus par la police, ils sont parfois incarcérés, comme certains. Euh, et voilà, et ça concerne pas uniquement ce qui se passe au Proche-Orient, puisque même des journalistes qui sont engagés par rapport à ce qui se passe en Ukraine se font aussi inquiéter. Donc il y a vraiment, comment dire, une mise au pas de la parole alternative. C'est très très inquiétant. Et donc merci beaucoup beaucoup pour ton témoignage, Anan, qui nous permet d'y voir un peu plus clair sur ce qui est en train de se passer. Tu nous tiendras au courant, bien sûr, s'il y aura des suites à cette Absolument, audition. Voilà, parce que absolument. ce que tu m'expliquais, est-ce qu'on peut en parler? Il y a un risque que tu sois réentendu, non plus en tant que témoin, mais témoin assisté cette fois-ci? Est-ce que c'est un risque? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne veux pas me Mmh. mettre à la place des enquêteurs. Ils sont intelligents et libres, Mmh. mais est-ce qu'ils travaillent pour eux? Est-ce qu'ils sont téléguidés? J'en sais rien. Mmh. Donc, OK, ce on sera a un bon test. Ce sera un bon test pour la justice, pour l'indépendance de la justice en France et notamment des juges d'instruction. Voilà, je signale quand même qu'il y a un directeur de recherche au CNRS, dont je n'ai plus le ah si, j'ai mis son nom, de côté, qui s'appelle, c'est l'islamologue François Burgat, qui a été relaxé. Il était poursuivi pour apologie du terrorisme, donc c'est quand même une bonne nouvelle, j'avais envie de le dire. Il a été relaxé le mercredi 28 mai par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence et il était poursuivi pour les propos suivants: «J'ai infiniment, je dis bien infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l'État d'Israël». Voilà. Donc il a été relaxé, ce qui est une bonne nouvelle pour la liberté d'expression et pour la justice dans le monde. euh, je termine vraiment avec vive la fraternité entre tous les gens de la religion, qu'ils soient juifs, ou musulmans, ou chrétiens, ou bouddhistes, ou tous. Nous n'avons absolument pas le droit d'utiliser la religion comme un outil de guerre. À 100% d'accord. Merci beaucoup, Anan, et à très bientôt. Au revoir. Salut.